Bon, eh bien, bonjour, rebonjour à toutes et tous, parce que je suis là depuis ce matin. Et puis, un grand merci à l'INSPE de Lille et en particulier à Caroline de Sombre de m'avoir invitée. Donc, je vais discuter avec vous, en tout cas vous parler du conseiller principal d'éducation accompagnant, parce que c'est vraiment mon entrée dans la recherche sur le métier, entre action individuelle et collective de travail. Et pour voir un petit peu de manière, pour faire le lien avec tout ce qui a été vu et dit ce matin, c'est voir aussi comment, à travers cette action collective, finalement, on se rend compte que les quelques travaux, il y a très très peu de travaux de recherche en fait qui ont été faits sur l'école inclusive du côté des CPE. Hein, c'est une petite niche là, il faut y aller. Je pense que ce serait intéressant de commencer à travailler là-dessus et il commence à y avoir aussi de plus en plus de mémoires de master, par exemple, là-dessus, et qui pourraient donner lieu à des thèses. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une ouverture intéressante parce qu'on se rend compte que c'est le travail, en fait, la dimension éducative et pédagogique du CPE qui peut apporter des clés, puisque c'est une dimension particulière, et en particulier celle de l'accompagnement, pour pouvoir mieux travailler en équipe pour tous les élèves, hein, pour reprendre vraiment cette précision que donnait Serge Tomazet ce matin. Alors, je vais avoir un propos en deux temps. Je vais d'abord vous parler du contexte en fait, qui permet de bien problématiser cette question de l'accompagnement et comment le CPE accompagnant s'inscrit dans des collectifs de travail pour travailler en équipe, pour collaborer véritablement. Donc, et pour cela, il faut absolument avoir une approche à la fois socio-historique, alors, sur laquelle je passerai assez vite parce que je pense que vous avez déjà beaucoup d'éléments là-dessus, mais on est obligé, on ne peut pas parler de but en blanc de la pratique du CPE sans avoir cette approche-là. Une approche aussi praxéologique sur les pratiques et didactique aussi, parce qu'il y a une didactique de l'action éducative. En tout cas, moi, j'essaye de montrer qu'elle existe. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Nathalie Mikhaïlov, je suis enseignante-chercheur à l'INSPE de l'Université d'Aix-Marseille. Je travaille au laboratoire, donc je suis dans le laboratoire de recherche ADEF, apprentissage didactique, évaluation et formation. Et je suis également, depuis déjà de longues années, enfin depuis les années 2000, j'étais formatrice avant d'être enseignante-chercheur à l'INSPE, et je suis responsable de la mention 3 encadrement éducatif et du parcours Master 2, CPE. Voilà. Et je suis aussi, je le dis toujours parce que l'accompagnement est très présent aussi dans ma manière de travailler. Pas pour rien que j'ai fait des recherches là-dessus. Je suis aussi chargée de mission sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et on se rend compte qu'il y a des compétences là, en tout cas, il y a des compétences aussi très proches de celles du CPE accompagnant pour accompagner les professionnels qui veulent valider une expérience professionnelle sans passer par la formation initiale. Alors j'ai fait une thèse de doctorat très, très tard, puisque j'ai eu plusieurs métiers d'ailleurs, et en tout cas après de longues années en tant que conseillère principale d'éducation, puis formatrice, et puis à un moment donné, quand on n'est plus sur le terrain, il faut quand même un petit peu affiner son entrée pour parler du métier avec les étudiants. On ne peut plus parler de la dimension pratique du métier quand on ne la pratique plus. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une thèse. Et donc j'ai fait une thèse sur l'accompagnement individuel des élèves par le CPE entre éthique et responsabilité pour essayer d'avoir une approche compréhensive de la posture en tension du CPE. Et je travaille beaucoup sur la relation école-famille en REP+. Je travaille en équipe dans des recherches collaboratives, sur les dispositifs d'aide au travail aussi des élèves, sur le travail collectif, et puis sur le lien entre l'accompagnement et le bien-être scolaire. Et puis plus récemment, là, je développe avec une collègue qui est spécialiste en interculturalité, une approche qui est en interrelation entre le care et l'interculturalité. Donc ça vous permet de voir aussi d'où je parle et quelles sont mes préoccupations de recherche. Alors pour revenir sur cette approche socio-historique, on ne peut pas parler de la problématique du rôle du CPE dans l'établissement et en particulier comment il travaille avec les autres et notamment avec les enseignants, parce que ce sont quand même les collègues qu'ils voient le plus souvent, mais évidemment, je ne m'arrêterai pas au travail collaboratif avec les enseignants. Il faut toujours avoir à l'esprit que le contexte est particulier.
en particulier en France et en particulier dans le secondaire français, c'était cette dichotomie historique entre l'instruction et l'éducation qui change complètement la donne quand même sur les relations, étant donné qu'il y a un pôle de l'instruction, pour le dire globalement, hein, qui est tenu par les enseignants qui travaillent à enseigner le noble métier de transmettre le savoir, et puis un pôle d'éducation qui reste souvent encore trop éloigné. Alors après, on va le voir, tout dépend des contextes d'établissement, des politiques d'établissement, des histoires d'établissement aussi. Et les CPE donc souffrent depuis très longtemps, mais depuis leur création en 70, hein, d'une légitimité de leur rôle pédagogique et éducatif qui n'est pas forcément reconnu. Et ça, on se rend compte, et je m'en rends compte encore plus en faisant de la formation, donc en étant à l'écoute aussi des étudiants et surtout des stagiaires, des fonctionnaires stagiaires au début de leur métier, que c'est toujours une tension qui existe, c'est toujours une problématique, c'est se trouver légitime pour agir en éducation, pour être reconnu en tant que pédagogue dans l'établissement, alors que ça fait quand même longtemps que les CPE sont CPE et ne sont plus surgés. Moi, je m'amuse à chaque rentrée maintenant, depuis quelques années, à questionner les étudiants en Master 1. Avant, c'était une évidence, tout le monde connaissait le surgé. Maintenant, on ne sait plus, et c'est normal, puisque les étudiants aujourd'hui qui rentrent n'ont pas connu le surveillant général que nous avons connu en tant qu'élèves. En revanche, il est connu soit par la littérature, soit en fait de manière indirecte par les représentations que ont encore les professionnels et puis je dirais même la société en entier sur le métier de CPE. Alors, dans un contexte donc où existe cette dichotomie, elle existe toujours, et puis dans un second degré qui a connu une démocratisation scolaire qui a renforcé des inégalités de départ, de réussite, les CPE sont très attendus, cependant, pour accueillir, suivre les élèves de manière à pallier les insuffisances du système, les difficultés que connaissent les élèves. Et leur défi éducatif, ce que j'appelle moi le défi éducatif du CPE, c'est d'aider l'élève à se construire en tant que personne. Et ça fait partie véritablement de la mission d'accompagnement individuel. Mais en même temps, ils sont attendus un peu comme des garants de l'action pédagogique des CPE, comme l'avait très bien dit Varzé aux Assises de La Rochelle sur le projet d'établissement, il y a déjà presque 20 ans. Et finalement, c'est toujours le cas. Et ils sont attendus aussi pour avoir cette action individuelle, mais ne pas fragiliser l'institution. Et donc, c'est un enjeu important aussi de leur action sur l'établissement. Et puis, nous sommes dans un contexte, et alors ce mot revient souvent au devant de la scène, dans un contexte où il y a eu une critique de l'autorité tout au long du XXe siècle, comme le dit Gauchet, ou si on reprend les termes de Préra, une érosion de l'autorité, ce qui montre encore mieux comment l'autorité a pu disparaître en tant que telle. Et on confond trop souvent l'autoritarisme et avec cette autorité éducative qui est absolument nécessaire pour faire la médiation entre l'individu et le collectif. Et donc, il est toujours dans un état un petit peu de fragilité dans l'établissement parce que, il y a cette dimension socio-historique du métier, des représentations d'un rôle attendu comme disciplinaire, faire la discipline. Et on voit à quel point, lorsqu'il y a des tensions dans la société, on l'a vu et on le voit malheureusement régulièrement avec les tensions qui peuvent être liées à des événements compliqués sur les établissements, bien suite aux différentes vagues d'attentats où on attend de l'école qu'elle rééduque, qu'elle redonne enfin les valeurs qui seraient perdues. Et donc on est toujours dans ce contexte-là. Et puis, le contexte de division du travail éducatif, comme l'ont très bien montré aussi Tardif et Levasseur, et on a d'autres auteurs, comme Payet aussi, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Cette division du travail éducatif, on sait que c'est un phénomène qui est problématique, et on ne sait toujours pas vraiment comment en venir à bout. Et ce matin, d'ailleurs, on parlait des AESH, qui sont les personnels. Il y a une explosion du nombre d'AESH qui prennent en charge
les élèves dans une dimension assez parcellisée de la prise en charge des élèves, d'un côté le cognitif et l'enseignement, et de l'autre côté tout ce qui est le comportement. Et le CPE, il oscille entre les deux parce qu'il aide les enseignants à enseigner, il aide les élèves à apprendre, et en même temps, il est très attendu pour réguler tous les désordres scolaires que l'on peut rencontrer dans un établissement et qui sont aussi assez ordinaires, on va le dire, parce que ce sont des jeunes en train de se socialiser et qu'il y a forcément une régulation à apporter. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle toujours, non pas la police, mais le CPE d'une certaine manière? Donc, comment travailler en équipe dans le cadre des missions qui sont celles de la vie scolaire, placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelles et collectives, depuis 2015 aussi de réussite scolaire, c'est ce qu'a apporté la nouvelle circulaire de mission par rapport à celle de 82, et d'épanouissement personnel. Alors j'ai beaucoup schématisé au départ parce que je trouve que quand on schématise, on organise bien sa pensée, c'est aussi une manière d'entrer dans une réflexion, et ça permet toujours de voir ce CPE où il se situe. Donc, il éduque, il traite les problèmes sociaux et affectifs, donc il est en lien évidemment très fort avec le pôle éducatif. Et n'oublions pas la définition que donne Jean-Pierre Aubin de la vie scolaire, ça n'est pas la vie hors la classe, comme on tendrait trop souvent à le définir, mais c'est l'ensemble des événements, de la vie collective, et puis aussi tout ce qui concerne la normalisation de la vie collective dans l'établissement. Et en même temps, le CPE est en lien évidemment très fort avec ce pôle instruction, avec les salles de classe, ce qui se passe dans la salle de classe, parce qu'il est au courant de ce qui s'y passe, il peut intervenir dans la salle de classe. Alors ça, je me rends compte aussi que lorsqu'on fait de la formation, même la formation continue avec les enseignants, ou de la formation initiale vraiment juste avant la sortie, en Master 2 ou la formation des fonctionnaires stagiaires qui viennent d'être lauréats du concours, il y a encore peu d'enseignants, je vais le dire autrement, il y a encore beaucoup d'enseignants qui ne pensent pas ou qui n'imaginent pas qu'ils peuvent travailler dans la salle de classe avec les CPE, donc sur ce rôle pédagogique aussi, il est assez peu connu encore, sauf si ça fait partie d'une culture d'établissement. Et on va voir qu'il y a des contextes aussi très différents. Donc la dimension pédagogique du CPE, elle est pourtant très importante parce que le CPE, c'est celui justement qui traite ces problèmes, les problèmes personnels ou les problèmes de vie collective des élèves et qui va donc passer un temps important à accueillir la parole des élèves, soit sur le plan collectif, soit de manière interindividuelle, et en particulier dans le cadre des entretiens. C'est en particulier sur les entretiens, moi, que j'ai commencé à travailler sur le CPE accompagnant. Et le concept donc pédagogique de vie scolaire, donc il est encore peu connu. Évidemment, il est bien appréhendé par les CPE, parce qu'on y travaille dessus. On sait que on y travaille en formation initiale aussi. Mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus attendu par l'institution, c'est-à-dire par les acteurs de l'institution, autres que le CPE. Alors que disent les textes? Ça aussi, c'est toujours important à un moment de se positionner et de se dire en quoi est-ce qu'il est légitime de travailler en équipe avec les collègues enseignants, avec les acteurs de l'établissement, voire avec des partenaires aussi extérieurs à l'établissement, et en quoi est-ce légitimé dans le cadre de l'accompagnement que prodigue le CPE en direction des élèves. Alors j'ai fait un petit tableau à double entrée sur la circulaire de 2015 et le référentiel de 2013, parce qu'il permet de montrer l'articulation entre toutes ces dimensions de son activité professionnelle dans le cadre de l'axe de la politique éducative de l'établissement, la circulaire de mission. Il y a tout un axe, il y a toute une dimension de la promotion de la citoyenneté participative des élèves. Donc, dans ce cadre-là, qui est un cadre plus collectif, les CPE accompagnent les élèves dans leurs apprentissages sociaux et citoyens. Dans le cadre de l'axe du suivi des élèves, il y a bien sûr la construction du parcours de l'élève en lien avec les psychologues de l'éducation nationale.
Et puis l'accompagnement du parcours de l'élève sur les plans pédagogiques et éducatifs, et c'est là qu'on se situe au niveau des entretiens et du travail plus individuel, mais qui se fait cependant en lien avec les familles, et puis en lien avec cette compétence qui est attendue, je dirais qui est reconnue, parce que le référentiel de 2013, quand il est arrivé, on s'est rendu compte qu'il reconnaissait beaucoup des compétences que les CPE exerçaient déjà sur le terrain. Ils n'ont pas attendu ces textes pour travailler de cette manière-là. Travailler dans une équipe pédagogique. Donc ce sont des attendus. Au niveau du prescrit, il est attendu que les CPE travaillent en équipe pédagogique. Donc déjà en soi, c'est pas inutile parfois dans des établissements où les CPE peuvent avoir des difficultés à faire reconnaître leur action en classe, le fait d'aller peut-être faire des heures de vie de classe ou autres activités collectives avec la classe. Parfois, ça vient un petit peu au secours aussi de l'argumentation d'action qu'ils mettent en place. Et puis, dans le cadre de l'organisation de la vie scolaire, qui est le troisième axe de la circulaire de mission, eh bien, il y a aussi des acteurs particulièrement importants. C'est l'ensemble des AED, des assistants d'éducation de l'équipe du service vie scolaire, qui vont contribuer à l'accompagnement individuel aussi, parce qu'ils vont aussi échanger des informations cruciales avec les CPE. Donc c'est important de pouvoir aussi se rendre compte que l'accompagnement individuel et collectif des élèves, il se situe un petit peu partout, mais de voir quels sont les nœuds d'articulation forts sur les différentes activités. Alors la thèse que j'ai présentée, soutenue en 2015, s'appuyait sur ce triangle, on pourrait dire le triangle didactique du CPE, propre au CPE, en s'appuyant aussi sur les travaux en didactique, c'est que le CPE est en équilibre, vraiment. Et cet équilibre, c'est celui entre la relation d'accompagnement privilégiée, individuelle, entre CPE et élèves, et puis tout ce qui concerne l'organisation de la vie collective. Et soumis quand même à des représentations très fortes, dont je vous parlais en préambule, et des attentes aussi très fortes de régulation donc de tout ce qui est vie collective et de tout ce qui est désordre comportemental dans l'établissement, les CPE sont souvent un petit peu pris en étau, en tout cas entre ces deux axes, mais ils travaillent sur ces deux axes-là, mais, et c'est ce que j'ai voulu démontrer en travaillant sur l'accompagnement, cette relation d'accompagnement n'est pas coupée du reste de son travail dans l'établissement. Alors c'est peut-être des choses que dans les établissements vous entendez, ou vous avez entendu, peut-être que certains parmi vous ont fait aussi fonction de CPE, parce que moi j'ai souvent aussi des étudiants à Aix-Marseille qui font fonction aussi de CPE et qui ont une vraie expérience aussi sur le terrain et qui reconnaissent aussi certaines particularités comme ça qu'ils ont vécues. Je me souviens en tant que CPE, tout en m'entendant très bien avec mes personnels de direction, quand il commençait à y avoir une certaine effervescence à l'extérieur du bureau, mais me trouvant en entretien avec des élèves, parce qu'il y a des besoins de rencontrer les élèves, de les suivre individuellement. Je me suis entendue dire parfois, mais arrêtez de faire la psychologue avec vos élèves. Alors bon, après on se houspillait un petit peu avec le chef d'établissement, avec qui d'ailleurs j'étais en très bonne entente, mais c'est assez caractéristique. À un moment donné, il faut laisser tomber toute affaire tenante, tout l'entretien qu'on est en train de faire. C'est d'ailleurs pour ça que certains CPE, quand même, beaucoup, parmi ceux que j'ai interrogés, racontent que, ils décrochent le téléphone. Ils font en sorte qu'on ne les dérange pas quand ils se rendent compte qu'il faut absolument qu'on les laisse travailler sur un entretien qui est particulièrement important. Il ne s'agit pas non plus de faire des entretiens de 2 heures, évidemment. Mais voilà, c'est toujours une image, vous voyez, un petit peu compliquée pour le CPE, parce qu'à un moment donné, s'il y a un petit événement de crise dans l'établissement, que fait le CPE? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là en train de s'occuper de la discipline à l'extérieur?
Et c'est un vécu encore très fort, et on s'en rend compte en discutant avec les étudiants. Dès lors qu'il y a des crispations dans la vie scolaire dans un établissement, on en revient à une demande vraiment très d'ordre disciplinaire vis-à-vis des CPE. Et donc le troisième axe, l'élève, il est en train de se socialiser, et c'est quand même un objectif aussi, c'est de l'amener à devenir autonome et à se socialiser, à s'insérer dans le cadre de l'institution. Donc c'est à partir de cette connaissance de l'accompagnement de l'élève et du travail du CPE que ensuite je vais pouvoir vous parler de ce travail collectif au sein de l'établissement et de ce travail en équipe et en particulier en équipe pédagogique. Alors, quelle est la place accordée au CPE accompagnant dans l'établissement? Comment trouve-t-il sa place? D'abord parce qu'il est au service véritablement de ces élèves qui sont avant tout, avant d'être des apprenants, qui sont des adolescents. Et cette vision adolescente, ce matin, lors de la conférence de Serge Thomaset, on a bien perçu aussi que c'est une problématique de nos établissements scolaires, c'est de parcelliser l'action éducative, pour ne pas reprendre le terme de prise en charge, mais la manière d'appréhender les élèves, de parcelliser, d'avoir des personnels spécialisés, d'avoir les enseignants, d'avoir les assistants d'éducation, etc. La problématique, c'est que on laisse souvent, justement, au service vie scolaire et au CPE, des fonctions tout à fait réparatrices aussi. Oui, il y a des élèves qui sont abîmés, qui sont en souffrance, qui sont en difficulté. Et on a souvent cette perception, mais à juste titre, d'un service vie scolaire qui va s'occuper des élèves qui vont mal ou des élèves qui ne tournent pas bien dans l'établissement, en fait. Et qui va prendre en charge des élèves qui dépassent un peu les limites au sein de la classe. Alors, l'entretien, c'est l'activité pilier du métier. Il y a l'étude qui a été menée par le CEREC en 2007 a bien montré que c'était pour tous les CPE, c'est quand même une constante, c'est le plus important, en tout cas c'est la partie en tant que temps passé aussi, et qu'importance donnée à l'activité qui est quand même la plus importante, sauf que souvent il y a des frustrations ressenties par les CPE parce qu'ils se trouvent dans cette tyrannie de l'urgence qu'a très bien nommé Sylvie Condette, qui a beaucoup travaillé là-dessus, ou bien j'aime aussi l'expression de Christine Fauquenois-Simonet, qui est spécialiste de l'histoire du CPE et qui parle de tourbillon professionnel, et c'est véritablement ce que connaissent justement les CPE. À un moment donné, oui, il faut tout laisser tomber. D'abord, on s'occupe du collectif dans l'établissement et on donne la priorité à ça. Et parfois, l'impression justement de ne pas mener à bout des entretiens, de ne pas avoir le temps de continuer le suivi individuel et de pouvoir travailler justement en équipe avec les autres partenaires dans ou hors l'établissement qui connaissent très bien l'élève eux aussi, et avec lesquels les CPE souhaiteraient travailler. Donc ça, ce sont quand même des éléments qui ont été reconnus, c'est un fait. Et comment on peut améliorer justement la place du CPE, comment le CPE peut trouver justement sa place en développant davantage de temps pour suivre en équipe les élèves dont il a la charge. Donc, lors de ces entretiens qui sont au cœur de sa pratique, les CPE travaillent à une qualité de la relation éducative dont on dit souvent « oui, mais c'est plus facile quand on a un élève dans le bureau ». Mais ils travaillent aussi à la qualité de cette relation éducative pour permettre à l'élève de faire un travail sur lui-même, le permettre d'advenir, de grandir par rapport à ça. Et c'est pour cela qu'il est toujours très précieux pour eux de pouvoir travailler en collaboration avec le personnel enseignant et aussi avec les familles. Et l'échange d'informations, dont les textes, d'ailleurs les prescriptions, que ce soit la circulaire de 82 ou celle de 2015 parlent, est au cœur aussi du métier de CPE.
Alors j'ai l'habitude de dire aussi que le travail du CPE, c'est un travail qui est un travail de l'ombre, qui n'est pas quantifiable, et surtout pas dans l'immédiat. Et il y a souvent des attentes, quand les CPE ont rencontré des élèves, ça aussi ils le racontent dans les enquêtes, dans les enquêtes que j'ai menées, c'est le coup de baguette magique qu'attendent les collègues enseignants, qu'attendent la direction, qu'attendent d'autres partenaires dans l'établissement. Mais l'accompagnement, lui, il est sur un temps long, il n'est pas sur un temps court. Et c'est aussi difficile à accepter. Et en revanche, il faut tenir bon, parce que le CPE ou la CPE est une personne de confiance pour les élèves. Et donc, il est obligé de voir, de réitérer, de revoir les élèves, mais il ne peut pas attendre des résultats immédiats, parce qu'on est au-delà de la leçon de morale qu'on donnerait dans le bureau, avec des objectifs à tenir et un élève qui doit changer dès le lendemain de comportement. Donc on est à la fois sur un projet d'autonomisation de l'élève et en même temps sur un métier où les CPE sont considérés comme des garants en fait de la paix sociale dans l'établissement. Et ils doivent aussi maintenir cette paix sociale dans l'établissement, puisqu'ils sont aussi quand même responsables d'un service vie scolaire avec des assistants d'éducation qui les assistent dans cette mission-là. Donc toujours cet équilibre très fragile. Donc c'est cette démarche que Loïc Clavier nomme une démarche d'une éthique sociale, à la fois une éthique vis-à-vis de l'autonomisation de l'élève et vis-à-vis aussi de l'établissement lui-même, de l'institution elle-même. Mais nous sommes donc sur un temps long avec une co-construction, un cheminement. Alors, je vous disais, le contexte de l'établissement, on se rend compte aussi, les différentes recherches montrent que le contexte de l'établissement peut être facilitateur ou non, en fonction de l'histoire de l'établissement. Il y a des représentations qui sont plus ou moins importantes vis-à-vis du CPE et qui le placent plutôt du côté du service administratif de l'établissement, ou plutôt du côté de la pédagogie, ou plutôt du côté de la surveillance et de tout ce qui est du maintien de l'ordre dans l'établissement. Donc cette tension, elle persiste, et elle persiste d'autant plus qu'on se rend compte, Rouillard et Chauvigné ont travaillé là-dessus, et on avait mené ensemble d'ailleurs une enquête auprès de nos étudiants respectifs il y a quelques années, qu'en formation initiale, les représentations restent très fortes, malgré le fait que depuis les années 2000, quand même, on met en évidence ces représentations faussées d'un métier qui ne peut pas rester uniquement dans le pôle de la discipline sur l'établissement. Voilà, donc on va essayer donc je vais vous parler des résultats de recherche qui permettent de voir comment le CPE travaille en équipe, en collaboration, en ayant toujours à l'esprit qu'il est toujours sur des pôles qui s'articulent. Alors oui, il travaille aussi, donc il y a les entretiens individuels, on l'a vu, et puis le travail pédagogique vie de classe, donc il est en interaction avec ça, et puis aussi il y a toute la vie démocratique dans l'établissement. Et là, les travaux en particulier de Chauvigné sur tout ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté, la participation citoyenne des élèves, il y a encore aussi une représentation très forte sur c'est l'affaire des CPE. Et on le voit bien aussi dans les établissements où il est difficile de travailler en équipe sur les apprentissages de la vie démocratique qui souvent ne concernent finalement qu'une personne, voire quelques enseignants parfois, mais le plus souvent une seule personne dans l'établissement. Donc cette tension est toujours forte en lien avec les représentations du métier de CPE et donc ne facilite pas, en tout cas dans les faits, le travail collaboratif. Donc c'est un fait et c'est très important de le prendre en considération comme contexte. Alors, je fais un tout petit... je prends un temps pour vous parler de l'accompagnement comme cadre conceptuel, parce que c'est vrai qu'on parle maintenant de l'accompagnement, comme pour reprendre les termes utilisés par toutes les spécialistes que sont, par exemple, Frédéric Lerbet-Sérény, Maëla Paul, Martine Beauvais, il y a beaucoup d'autrices d'ailleurs, beaucoup de femmes qui ont travaillé sur l'accompagnement.
C'est un peu le mot valise, le mot fourre-tout. Qu'est-ce que veut dire l'accompagnement? L'accompagnement est très utilisé aujourd'hui. C'est un mot un peu galvaudé. Donc il est important de le définir, de voir pourquoi on l'utilise comme terme et en quoi c'est intéressant d'avoir cette entrée pour analyser la manière dont les CPE vont quand même travailler en équipe et pas seuls, pour ne pas être uniquement sur l'image du CPE en entretien avec un élève, et puis de l'autre côté, le CPE qui fait autre chose. Donc l'accompagnement, ça peut être un dispositif. Sur le plan institutionnel, il y a l'accompagnement éducatif, la réforme du lycée, déjà en 2009, avait inscrit l'accompagnement pédagogique au programme, au collège aussi. Donc en tant que tel, c'est un dispositif. Mais moi, j'utilise le terme accompagnement ici comme plutôt en me mettant au niveau de la relation avec l'élève. Donc comme un dispositif relationnel, mais non pas comme un dispositif institutionnel. Et par conséquent, l'accompagnement, je le vois comme une activité, ce qui sous-tend des pratiques et ce qui amène aussi à voir la posture du CPE quand il accompagne les élèves. Alors, l'accompagnement a à la fois une dimension constructiviste. L'idée d'accompagner, c'est d'aider l'autre à cheminer, être à ses côtés et ne pas être devant lui, c'est-à-dire lui permettre de construire son propre parcours, en aidant l'autre donc à se décider, à agir, à s'assumer, et non pas agir à sa place, assumer à sa place, en lui disant « bon, bah, ça s'est bien passé », je fais un parallèle avec... C'est exactement ce qui se traduit en entretien, hein. On pourrait très bien, les CPE pourraient très bien finir leur entretien en disant bon bah voilà, à partir de demain, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça, mais tu vas agir comme ça, etc. Ça n'est pas de l'accompagnement. Ça, c'est du guidage. Ça peut être à un moment donné, oui, je donne des prescriptions à l'élève, mais là, nous ne sommes pas sur le temps long d'une co-construction pour permettre à l'élève de construire son propre parcours. Et donc, ça amène à exercer une forme d'étayage, comme l'ont aussi expliqué Vialet Menkassi, qui sont quand même des spécialistes aussi de l'accompagnement, plus particulièrement en formation, avec donc de nature dialogique, c'est-à-dire avec la discussion, c'est-à-dire accompagner, ça veut dire discuter avec autrui, pour l'aider aussi à définir ses buts, et puis à cheminer, et à trouver ses repères. Et donc c'est un étayage et donc une médiation sociale aussi, hein, pour permettre donc de passer de l'individu au collectif, pour permettre à l'élève de se projeter dans sa vie scolaire et pas seulement en tant qu'élève individu qui a des besoins, qui a des attentes, mais aussi se projeter dans sa vie sociale, dans sa vie en société, au sein de l'établissement, mais aussi en dehors de l'établissement. Donc l'accompagnement, c'est une relation, pour continuer et terminer de la définir, c'est une relation qui est dissymétrique, parce qu'il y a bien un accompagnant et des élèves qui sont accompagnés, mais c'est une relation qui est éducative, parce qu'elle aide l'autre à advenir, hein, l'autre avec un grand A, hein, elle aide autrui à advenir, à grandir, et puis c'est une relation qui est temporaire, parce qu'à un moment donné, justement, l'élève, il va quitter l'établissement, il va changer d'établissement, il va avancer dans sa vie et il aura de moins en moins aussi besoin d'être accompagné, même au cours de sa scolarité. Donc, toujours à l'esprit, comment concilier cette activité d'accompagnement qui demande une relation de confiance, hein, très étroite, et en particulier dans le cadre des entretiens avec les élèves, mais comment concilier ça avec tout le travail collectif qu'on met en place dans l'établissement et comment également l'accompagnement va se nourrir d'informations qui vont être échangées et au-delà d'informations échangées, d'un travail collaboratif qui va se mettre en place dans l'établissement. Parce que le CPE ne peut pas accompagner seul, tout seul, se dire « moi je suis l'accompagnant dans l'établissement », je fais venir à moi les élèves qui ont des soucis et ensuite je les renvoie en classe. Et non, il y a tout ce travail collaboratif qui est important. C'est pour ça que j'ai utilisé ces schémas tout à l'heure pour vous montrer à quel point tout cela est complètement imbriqué. Il est important de ne pas saucissonner tout ça, de ne pas le séparer.
Et enfin, il y a une éthique de l'accompagnement aussi, et on le verra tout à l'heure, c'est en lien aussi avec une éthique du travail en équipe. Donc, c'est une rencontre. Accompagner, c'est rencontrer autrui dans un espace d'intersubjectivité où on va se livrer, on va dire ce qu'on pense à l'élève, et puis lui aussi va nous dire ce qu'il pense. Donc, une vraie relation de confiance. Donc, il y a toute cette dimension de l'altérité, hein, de la reconnaissance de l'autre qui est importante. Et on est dans une démarche qu'on pourrait appeler même de clinique, hein, au sens même médical du terme, c'est-à-dire qu'on est au chevet de l'autre, on est à l'écoute d'autrui, hein, lorsqu'on est dans l'accompagnement. Ce sont des dimensions importantes. Et ce sont ces dimensions qui, parfois, font un petit peu peur au reste de la communauté éducative. Quand je vous parlais tout à l'heure de la remarque « arrêtez de faire le psychologue avec les élèves ». Être à l'écoute des élèves, est-ce que ça veut dire être laxiste et n'être qu'à l'écoute et ne fixer aucune règle? Est-ce que ça veut dire que je n'ai aucun projet pour l'élève pour le faire grandir? Pas du tout. Parce que justement, en tant que CPE, les CPE s'inscrivent dans une action collective, ils sont membres d'une institution et ils ont un projet avec l'élève, mais pour l'élève et pour aussi que l'institution continue à fonctionner. Ça, c'est des choses qu'on ne saisit pas forcément quand on pense au CPE, à ces CPE qui s'enferment dans le bureau, ou bien, ah, voilà, c'est un CPE qui est bien, qui est à la sortie de l'établissement. Est-ce que c'est si simple que ça? Non, il faut se questionner sur l'ensemble de l'activité. Donc, c'est aussi accompagner l'élève, c'est aussi ne pas être dans l'idée d'une transmission verticale, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire le guide qui va donner ce qu'il faut faire et qui va faire une leçon de morale à l'élève, comme parfois cela peut être attendu dans les établissements. Il va avoir vraiment une fonction accompagnatrice au sens d'une construction de l'individu. Et puis, les CPE sont conscients, on parle aussi souvent de vulnérabilité de l'autre, hein, vous connaissez sûrement les travaux de Christophe Marsollier aussi à ce sujet, qui a bien montré que la vulnérabilité, c'est une possibilité d'être fragile, et les adolescents, par définition, sont tous dans une position de vulnérabilité qui est prise en compte, en tout cas qui doit être prise en compte par les CPE, de manière à ce qu'il y ait une écoute, hein, pour eux, à leur égard. L'accompagnement, c'est une éthique aussi de la responsabilité, c'est-à-dire de la responsabilité vis-à-vis de la responsabilité de l'élève. C'est ce qu'on appelle une méta-responsabilité. Accompagner autrui, c'est lui permettre de trouver comment se positionner face à ses propres responsabilités d'élève, pour ce qui concerne le CPE, et donc pour l'amener à devenir petit à petit autonome. Et cela implique d'avoir une autorité éducative dans le sens, là je le prends vraiment au sens OGO, hein, du terme, j'augmente l'autre, c'est-à-dire que je me positionne comme celui qui a la volonté de faire grandir l'autre, de l'augmenter, de lui permettre de grandir, d'advenir, de prendre plus de responsabilités, de devenir autonome, de faire des choix qui lui permettent de faire son métier d'élève et puis qui lui permettent aussi d'être bien, hein, dans sa vie, de s'épanouir dans sa vie d'élève. Mais ça demande aussi de la part de l'accompagnant d'appliquer un principe de retenue. Le principe de retenue consiste à se retenir de donner des conseils. Un accompagnant n'est pas un conseiller. De donner le chemin à suivre. Et puis, ça veut dire qu'on se questionne aussi avec l'élève sur sa dynamique de projet, sur la manière dont il va avancer, dont il va peut-être changer son comportement, etc. Donc il va travailler son orientation, quel que soit l'objet de l'accompagnement. Et ce principe de retenue, il implique ce qu'on appelle le principe du doute. C'est-à-dire que, humainement, et surtout en tant qu'adulte, et encore plus en tant qu'adulte qui a une mission d'éducation et qui a une formation aussi en éducation, on peut penser qu'on a la solution pour l'élève.
Mais le problème, c'est que si on lui donne la solution, il ne la construit pas lui-même, et puis peut-être qu'on va faire fausse route. Et cette solution, elle est à trouver ensemble. Alors ce sont des principes éthiques qui paraissent théoriques, mais qui font vraiment écho, hein, et dans les travaux que j'ai faits sur l'accompagnement individuel en entretien, ça s'exprime totalement dans la manière dont les CPE parlent de la façon dont ils travaillent avec les élèves sur le plan individuel. Alors, je vais ensuite donc vous présenter des résultats sur le travail collectif. Hein, j'ai fait évidemment une extraction de ces résultats en particulier sur les collectifs de travail, et je vais m'appuyer sur 2 recherches. Donc, une recherche qui se situe à la fois au niveau macro et micro, c'est-à-dire une recherche sur l'activité d'accompagnement du CPE, à partir d'une discussion et d'une approche compréhensive avec les CPE sur la manière dont ils s'entretiennent avec les élèves. À aucun moment, je n'ai dit aux CPE avec lesquels j'ai travaillé dans la recherche, je travaille sur l'accompagnement. En fait, l'accompagnement est venu comme un modèle pour analyser la façon dont ils s'entretiennent avec les élèves dans l'entretien éducatif, hein, qu'on connaît, le nombre d'entretiens qui se passent dans le bureau tous les jours dans un service de vie scolaire. Tout en prenant en considération le niveau macro, hein, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce contexte socio-historique de professionnalisation sur lequel je ne reviendrai pas. Donc, l'activité d'accompagnement au niveau micro, c'est, je l'ai analysé avec les CPE à partir de leur discours sur leur pratique, via des entretiens compréhensifs et entretiens d'explicitation, et via aussi, ensuite des questionnaires qui viennent préciser un certain nombre de dimensions de leur activité qui ont émergé lors des entretiens. Et je m'appuierai également sur une recherche collaborative que nous avons menée avec ma collègue Laurence Espinassi sur les pratiques liées à l'évaluation des élèves en cycle 3. Donc là, on est au niveau méso, c'est-à-dire au niveau de l'établissement et au niveau des collectifs de travail. Donc nous avions comme projet, c'est une recherche demandée par un établissement qui voulait faire une recherche formation pour travailler sur l'évaluation des compétences avec les élèves de CM1, CM2, 6e. Et là, évidemment, moi, je me suis intéressée en particulier à la façon, donc, aux pratiques d'évaluation par les CPE, les directeurs et directrices d'école, les directeurs de SECPA, c'est-à-dire en travaillant avec eux sur cette évaluation, en travaillant avec les membres de l'encadrement éducatif. Les directeurs et directrices d'école font partie de l'encadrement éducatif dans le primaire et dans le premier degré, et le directeur de SECPA dans le collège avec les 2 CPE qui y étaient. Et nous avons pu explorer la place de la norme en particulier comme savoir, justement, didactique de l'éducation, dans la politique éducative portée par le collectif école ou collège, puisque nous étions sur une REP+, donc école de secteur et collège de secteur. Alors mon cadre théorique d'analyse de l'accompagnement, tout à l'heure je vous ai défini l'accompagnement à partir des travaux connus sur l'accompagnement, je me suis basée sur les travaux de Lerbet-Sereni. Frédéric Lerbet-Sereni a montré que l'accompagnement, en tout cas c'est sa thèse à elle, l'accompagnant connaît 3 postures, en tout cas 3 figures posturales, qui sont étroitement enchevêtrées, qui ne sont pas successives, l'une puis l'autre, etc., mais qui sont enchevêtrées, étroitement imbriquées, et qui interviennent en fonction des moments pédagogiques que connaissent l'accompagné et l'accompagnant. Les moments pédagogiques, ce sont ces moments d'une qualité particulière, d'une grande authenticité, pendant lesquels il y a des mouvements, des changements de l'élève qui construit quelque chose, qui apprend un savoir, qui prend une décision. Ces moments où se rencontrent l'accompagnant et l'accompagné. Et donc il y a 3 figures. La figure du compagnon, celui ou celle qui est à l'écoute, qui a le souci d'autrui,
très proche de tout ce qui concerne, tout ce qui est en lien avec l'éthique du care. Donc, être à l'écoute de ce qui va bien, avoir le souci de l'autre, qui va, ce qui ne va pas. L'accompagnateur, qui lui fait un étayage, qui est dans la co-construction, dans le cheminement, qui n'est pas seulement dans je relève des informations, je suis à l'écoute de l'autre, je suis à l'écoute de ses besoins, mais là qui est dans la construction avec autrui. Et puis à un moment donné, il y a la figure du guide qui peut aussi advenir. La figure du guide, c'est le guide à un moment donné qui dit stop, parce que l'élève se met, ou l'accompagné, se met dans une posture qui va le mettre en danger ou qui implique un repli sur soi. Et la construction n'est plus possible, on n'arrive plus à avancer. Et en fait, il se trouve que ce modèle théorique de l'accompagnement a été particulièrement opérationnel dans le cadre de mon analyse des entretiens. Et il a vraiment permis de montrer et de prouver, parce que c'était en fait un peu l'objectif au départ, c'est de montrer que c'est une vraie activité d'accompagnement qu'effectuent les CPE auprès des élèves. Et ils ne sont pas uniquement des guides, comme on les entend parfois, comme on attend d'eux parfois, qu'ils soient les guides, qu'ils soient ceux qui disent bon ben voilà, il faut faire comme ça. Maintenant, les élèves, il faut retrouver le droit chemin. Et non, ils sont beaucoup plus longtemps. Il y a beaucoup plus de moments pédagogiques qu'on voit dans leur activité où ils sont dans la posture du compagnon qui est à l'écoute, qui fait attention à ce que les élèves soient bien, pas bien, quand il est au portail ou quand il demande aux assistants d'éducation d'expliquer ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe à la demi-pension, et des moments où il est vraiment accompagnateur, c'est-à-dire dans la co-construction avec l'élève. Alors à partir de ça, où est le travail collaboratif? Où est-ce qu'il se situe? Alors déjà, il y a du prescrit, c'est-à-dire qu'il est attendu, ce travail coopératif. Coopérer au sein d'une équipe, c'est une compétence partagée entre enseignants et CPE. Et qu'en est-il sur le terrain? Au-delà de cette prescription, les sciences de l'éducation montrent que finalement les résultats ne sont pas tellement connus, c'est-à-dire quelle est la réalité de ce travail coopératif. Et on ne trouve pas beaucoup de réponses encore. On sait que les personnels de direction sont très sollicités pour susciter la collaboration au niveau de leurs équipes, et ils ont une responsabilité, et qui n'est d'ailleurs pas tout à fait simple. Et puis on peut lire aussi dans la littérature scientifique qu'il y a des éléments de contexte aussi défavorables. Les CPE font de plus en plus maintenant, c'est d'usage, partie de l'équipe de direction élargie. Ils sont invités régulièrement, ils travaillent avec l'équipe de direction. Et en fait, Riondet montre, il nous dit, est-ce que ça n'est pas un obstacle à toute démarche coopérative? Parce que cela contribue aussi à renforcer l'image administrative, voire membre de direction du CPE. Et cela ne crée pas des conditions favorables à la coopération avec les enseignants, parce que les CPE font partie de cette équipe de direction élargie et ne sont pas du côté, entre guillemets, des enseignants. Donc on sait que parfois il y a des tensions très fortes. Alors ça, c'est une réflexion qui est encore à creuser. C'est une réflexion quand même qui a été menée. Et puis, il y a aussi, pour les enseignants, pour le métier d'enseignant s'intensifie lui aussi, il se complexifie. Le contexte compliqué d'une érosion de l'autorité, de la remise en question des savoirs de l'école aujourd'hui, elle est compliquée à vivre aussi pour les enseignants, qui vivent aussi une institution qui se judiciarise, qui se juridicise de plus en plus avec des prescriptions très fortes, des attentes très fortes, et puis une judiciarisation aussi, une remise en question des décisions de l'institution, des décisions aussi des enseignants, les notes par exemple, les orientations. Et donc il y a un phénomène d'évolution de la solidarité enseignante qui tend aussi à crisper, à créer une certaine crispation entre le corps enseignant et le corps des CPE dans les établissements. Donc ça, c'est un contexte à prendre en considération.
tout en considérant aussi que dans les textes, la collaboration CPE-enseignant a toujours été une constante. Ça a toujours existé. La circulaire de 82, donc qui a fondé quand même une grande partie des dimensions, des axes de l'activité des CPE, parlait déjà d'échange d'informations. À partir de 2015, on est plus dans des savoirs partagés, dans une collaboration étroite, au-delà de l'échange d'informations. Donc ça, c'est le prescrit. Bon, déjà, c'est bien qu'au niveau du prescrit, on ait aussi l'aval de l'institution. Mais comment est-ce que tout ça s'inscrit dans un genre professionnel? Donc la question que je me pose, c'est en quoi y a-t-il vraiment des collectifs de travail qui se forment entre CPE et autres acteurs de l'établissement, qui font partie d'un genre professionnel, c'est-à-dire qui relèvent, si on prend la définition du genre professionnel, d'initiatives, soit des individus, soit de collectifs dans l'établissement, et qui répondent, et ça c'est le nœud quand même du problème, à des besoins partagés. Pour qu'il y ait un collectif de travail, il faut qu'il y ait des besoins partagés au sein de ce collectif de travail. Alors, des collectifs de travail, il peut s'en former de deux manières. Soit de manière tout à fait libre, et c'est là où on a vraiment des besoins partagés, on fait face ensemble dans l'établissement à des difficultés. Par exemple, en ce moment, il y a énormément de bagarres à la sortie du collège. Il y a des tensions très fortes. Il y a beaucoup d'accidents dans la cour. Il y a parfois des collectifs qui se forment et puis des volontés et des enseignants qui disent tiens, on va aller faire un petit tour aussi. Donc ça s'entend aussi hein, dans les discours des CPE, des enseignants qui disent ouais, on va venir faire un petit tour aussi au portail. On va pas laisser un assistant d'éducation tout seul. Au CPE, on sait qu'il est à droite, à gauche, etc. Tiens, on va faire un petit tour dans la cour aussi en levant le nez, et pas en gardant le nez dans le nez par terre. Voilà. Est-ce qu'on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe? Tiens, il y a de plus en plus d'exclusion de cours, il y a de plus en plus de punitions dans l'établissement. On se rend compte que ça sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ça fait partie vraiment des initiatives collectives qu'on connaît parfois. Et donc, il y a ce souci partagé d'améliorer, par exemple, l'ambiance de travail. Ou alors, il y a des collectifs qui se construisent par assignation. Alors, c'est là aussi, regarder la coopération dans l'établissement, c'est regarder ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a une équipe pédagogique de tous les niveaux de 5e, les CPE qui s'occupent des niveaux de 5e, ils font partie de l'équipe pédagogique, donc c'est pas parce qu'il y a une initiative particulière, mais c'est parce que dans l'établissement, ça se passe comme ça, par assignation, on fait partie d'une même équipe et on va travailler ensemble. Mais après, il faudra voir comment on travaille ensemble. Est-ce qu'on s'écoute vraiment les uns les autres? Est-ce que tout le monde a sa place? Et en particulier, comment le CPE trouve sa place dans l'équipe pédagogique, l'équipe éducative, dont nous parlions ce matin aussi, qui s'intéresse au projet d'un élève. Et puis, il y a des groupes de projets spécifiques aussi, alors qui sont souvent justement des temps et des espaces institués dans l'établissement et qui permettent de travailler sur un projet particulier partagé, sur devoirs faits, sur le café des parents ou autre, ou un projet culturel dans l'établissement où le CPE a trouvé sa place. Quelle autre question on se pose quand on travaille aussi, quand on va regarder les collectifs de travail dans l'établissement, c'est le contexte établissement. Qu'est-ce qui se passe dans l'établissement? Est-ce que c'est facilitateur ou pas? Ou est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que la salle des professeurs est très très loin du pôle du service vie scolaire? On sait que ça joue quand même énormément. Est-ce que parmi les CPE, il y en a un qui est à l'étage et qui est seul avec un assistant d'éducation dans son bureau et l'autre qui a plus de chances de travailler tout près de la salle des professeurs? Il y a énormément de contraintes matérielles et structurelles qui changent les choses. Et puis également, qu'est-ce qui a été institué dans l'établissement? Je parlais tout à l'heure de l'heure de vie de classe. Ce sont des temps particulièrement précieux pour travailler en collaboration sur le plan pédagogique avec les enseignants. Et est-ce que c'est institué? Est-ce que c'est institué dans l'emploi du temps des élèves? Est-ce qu'il est institué dans l'établissement que les CPE, les professeurs principaux, vont travailler ensemble sur ce temps-là? Tout ça va générer, c'est vrai, quand on arrive comme CPE dans un établissement, c'est un contexte à prendre en considération pour trouver sa place, voire pour se dire, je vais peut-être faire preuve d'initiative et proposer qu'on institue
ces temps-là de collaboration. Voilà, je ne reviens pas là-dessus sur le pouvoir d'agir parce que j'en ai parlé auparavant. Donc, on va prendre le collectif de travail comme unité d'analyse. Et là aussi, allons voir rapidement ce que dit la littérature scientifique sur les collectifs de travail, la manière dont ils se forment et qu'est-ce qu'un collectif de travail véritablement. Alors, un collectif de travail, au-delà d'un groupe de professionnels, c'est un groupe de professionnels qui adhèrent à des valeurs partagées. Sinon, ce n'est pas un collectif, c'est un groupe qui se retrouve, mais qui n'arrive pas à travailler ensemble. Et ça existe. Donc c'est intéressant de pouvoir nommer les choses pour pouvoir se dire où est-ce que je me situe là, où est-ce qu'on se situe. C'est donc un collectif de travail, c'est un groupe qui adhère à des valeurs et qui élabore ensemble aussi des règles de fonctionnement. On va se retrouver, à quelle fréquence, de quelle manière on va travailler ensemble, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif. Puisqu'on a normalement des besoins partagés, et on travaille aussi à partir de prescriptions, parce qu'on est dans une institution et donc on a un objectif, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, nous, en tant que collectif, pour participer au travail de l'institution. Et puis, il y a aussi des collectifs de travail qui ne sont pas institués, qui sont totalement autonomes, comme les appelle Jean-François Marcel, et où les membres s'engagent eux-mêmes, parce qu'ils en ont envie. Ça rejoint l'idée de création libre de collectif, dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui petit à petit s'organisent totalement en collectif de travail, parce qu'il crée ses propres règles, de manière endogène, et il a besoin d'organiser son fonctionnement, et qui petit à petit s'inscrit dans une culture d'établissement. Et ça, c'est particulièrement intéressant à observer quand vous allez en stage en établissement, c'est de demander qu'est-ce qu'il y a comme réunion, parce qu'il y a évidemment, il y a la réunion de l'équipe de direction élargie, on va avec son tuteur CPE voir quelle est la place du CPE, comment il travaille en équipe, avec la direction en particulier. Mais il y a aussi d'autres moments de travail collectif qui se sont institués, qui se sont installés dans l'établissement, mais qui ne sont pas marqués dans les textes. Autonomie pédagogique de l'établissement, ça il faut s'en rappeler, c'est quand même très précieux. On peut être à l'initiative de beaucoup de choses. Alors ça peut être par exemple ces réunions de veille éducative. Et le groupe fonctionne différemment. Moi, souvent les étudiants me demandent « Bon, on met qui dans le groupe de veille éducative ?» Et je leur dis « Vous mettez qui vous voulez, s'il s'institue tout seul. Mais qui doit collaborer pour mieux connaître les problématiques des élèves et pour mieux en discuter ensemble. » Et donc, ces groupes-là s'inscrivent petit à petit dans une culture d'établissement et ça crée des collectifs de travail qui font petit à petit partie du métier et d'une culture professionnelle. Alors, il y a différents modes de collaboration aussi. Ce qu'on appelle les pratiques de collaboration minimum, c'est ce qu'on connaît très bien, au détour d'un couloir. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier en tant que CPE, quand on a glané des informations, quand on a discuté avec des collègues, on revient dans son bureau, qu'est-ce que j'ai noté? Est-ce que j'ai organisé ça dans mon fonctionnement? C'est aussi des questions qu'on se pose. Parce que oui, il y a beaucoup de rencontres inopinées dans l'établissement, avec les charges de travail qui sont très fortes. Et qu'est-ce que j'organise, moi, professionnellement, de manière à ce que toutes ces informations éparses que je recueille en me promenant dans l'établissement, je ne les perde pas et que j'en fasse quelque chose de manière continue, de manière durable. Le fait d'aller en salle des professeurs, d'aller boire un café en salle des professeurs pour rencontrer les enseignants, qui eux n'ont pas forcément le temps de venir parce qu'ils ont quand même un temps de pause qu'ils doivent apprécier aussi. Ils n'ont pas forcément le temps de venir voir le CPE, ou bien ils n'ont pas l'habitude de voir le CPE. Ça, c'est d'ailleurs un des éléments clés de ce qu'on appelait le rayonnement d'un CPE dans un établissement. Quand on fait des visites de stage et quand on se promène dans un établissement avec un CPE stagiaire, on se rend compte qu'il y a des établissements où les CPE stagiaires sont très connus. Ah oui, salut, tu vas bien, il y a ça, il y a tel problème. Et puis il y a des établissements où parfois on se rend compte en visitant l'établissement avec le stagiaire que le stagiaire n'est pas connu du tout par la communauté enseignante. Donc ça vient
évidemment d'initiatives, en particulier des CPE, qui ont cette mission aussi d'aller vers les autres dans l'établissement, pour aider à ce que ces collectifs de travail, ils se créent. Parce qu'on ne peut pas compter que sur les collectifs de travail par assignation, liés à des projets particuliers, institués, écrits dans les prescriptions. Donc au niveau des pratiques, c'est important d'avoir cette connaissance-là. Alors, par rapport donc aux deux recherches sur lesquelles je m'appuie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que disent les CPE de leur modalité de travail? Alors, il y a l'approche multidimensionnelle, ça, je le laisserai dans le diaporama, parce que je vous l'enverrai, mais c'est une clé, c'est pas une manière de travailler ensemble, mais c'est une compétence des CPE d'avoir cette approche multidimensionnelle, vous savez, ce qu'on appelle la vision globale et complexe. Il faut savoir ce qu'on met derrière vision globale et complexe. On a une approche complexe qui permet au CPE d'aller voir toutes les dimensions de la vie de l'élève. Et s'intéresser à leurs loisirs, s'intéresser à leur vie aussi en dehors de l'établissement, s'intéresser à leurs difficultés, pourquoi aujourd'hui ils ont l'air pas bien, etc. Et de croiser des regards avec le regard des professeurs, le regard des assistants d'éducation, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Donc c'est un intérêt général du CPE pour la vie de l'élève, et là on est vraiment sur l'idée du CPE compagnon. Et comme le CPE, il est compagnon, pourquoi? C'est pas pour être ami avec les élèves, c'est parce qu'il est là pour le bien-être, l'épanouissement de chacun de ses élèves. Et donc, il va après faire quelque chose de ces informations et ça va lui permettre de co-construire avec l'élève son parcours, de mieux comprendre quelles sont ses difficultés. Alors, sur qui peut-il compter? Avec qui peut-il travailler? Alors, il travaille évidemment beaucoup avec les personnels d'éducation. Et en discutant dans le cadre des recherches avec les CPE, je me suis rendu compte que finalement, quelles que soient les modalités de responsabilité, de responsabilisation des AED dans le suivi des élèves, dans certains services, il y a des AED qui sont attachés au suivi de toutes les 6e, toutes les 5e, etc. Dans d'autres, non. C'est un suivi complètement partagé et il n'y a pas de responsabilité de niveau d'élève pour les assistants d'éducation. Mais quelle que soit cette organisation-là, donc voilà quelques verbatims qui sont assez qui illustrent bien le fait d'un travail très serré, très collaboratif. Les assistants d'éducation, mais c'est une mine d'or, dit l'une des CPE. J'ai besoin qu'ils me racontent les histoires de la cour. Il y a une proximité entre les élèves et les assistants d'éducation qui contribuent fortement à ce travail en équipe. En revanche, ensuite, on se rend compte que il y a beaucoup plus de CPE qui travaillent avec des AED qui ont une responsabilité de classe et qui font remonter régulièrement en réunion, formalisée donc, les retours que font les AED sur ce qui se passe avec les élèves. Alors là, ça joue aussi sur l'organisation du service. S'il y a une réunion de service qui est organisée de manière régulière, il y a ce temps de remonter des informations de la part des assistants d'éducation. Et donc ça, c'est un des axes du travail collaboratif qui est très important. Il n'y a pas que la collaboration avec les enseignants. La première collaboration, elle est avec les assistants d'éducation. Sur le travail en équipe, CPE enseignant. Alors, une grande majorité, plus de 80% des CPE, échangent très régulièrement sur ce qu'ils ont discuté en entretien avec leurs élèves, avec les enseignants. Donc ça veut dire qu'il ne reste pas, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'accompagnement ne se fait pas en vase clos, mais il s'inscrit dans des collectifs de travail beaucoup plus larges dans l'établissement, avec les enseignants. Et avec aussi les personnels sociaux et de santé, et les psy-EN, qui sont aussi très importants pour aider les CPE à mieux appréhender les situations. Soit la collaboration, elle est initiée par les CPE eux-mêmes, soit elle est par les CPE eux-mêmes, soit c'est les CPE qui sont sollicités par
d'autres membres de la communauté éducative, et y compris parfois même les élèves, qui demandent aussi au CPE de voir certains élèves qui n'étaient pas bien dans l'établissement, où il s'est passé quelque chose avec tel professeur, et puis ça va permettre de travailler plus en équipe, parce que ça permet au CPE d'être averti, d'être intéressé par ce qui se passe dans la classe. Et cette entrée dans la classe, elle ne se fait pas que physiquement, elle se fait par justement ce partage de savoir sur les élèves et de connaissances sur ce qui se passe avec les élèves et sur des difficultés ou des besoins des élèves. Donc, il y a en tout cas souvent une collaboration qui est initiée par le CPE pour avoir un regard plus expert sur une situation. Et les CPE vont aller, très souvent après un entretien, vers d'autres collaborateurs. Et on a plus de la moitié des CPE interrogés qui vont informer l'élève sur le fait de parler de ce qui se passe en entretien avec eux, avec des enseignants, avec le professeur principal, avec l'infirmière, avec le médecin scolaire, en fonction des situations. Et donc, on va voir l'éthique aussi des collectifs de travail. La plupart des CPE informent l'élève avant ou après avoir partagé des informations. Ça dépend des situations. En fonction de la situation, ils se disent il faut que je prévienne l'élève quand même, ou alors je le préviendrai après. Et un tiers préviennent systématiquement l'élève avant. Ça veut dire que ça fait partie de leur éthique. Pour eux, c'est un principe. Je ne vais pas sortir d'un entretien avec un élève, aller en discuter avec un enseignant sans le dire à l'élève. C'est un principe. Pour d'autres, ça va se faire en fonction de la situation. Je vais en parler à l'élève avant ou après. En fait, ça, ce sont des éléments dont je ne me doutais pas forcément que c'était très important, mais c'est par vraiment les déclarations des CPE, l'analyse qu'ils font, de la manière dont ils mènent les entretiens, et ça revient très très souvent. Et en formation, on travaille de plus en plus dessus. Qu'est-ce qu'on fait après un entretien? Comment on poursuit donc le suivi d'un élève en lien avec les enseignants par rapport, dans quelle posture on se met vis-à-vis de l'élève? Donc, le collectif de travail, il se crée là, directement, à la fin d'un entretien, puisqu'il va y avoir un travail qui va se prolonger, soit avec le professeur principal, soit avec un enseignant particulier ou plusieurs enseignants, et on va dépasser le cadre de la relation duale d'entretien pour être sur une relation d'accompagnement qui se fait avec d'autres. Donc, le partage d'informations, il va se faire de manière différente. Et il y a une dimension particulièrement importante qui jaillit, c'est l'idée du tact, dans ce que disent les CPE sur la manière dont ils parlent des élèves qu'ils suivent avec les autres acteurs de l'établissement. Ils font très attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils ne disent pas. Il n'y a pas obligation, quoi dire et comment le dire, pas tout le contenu de mon entretien. Il y a des choses que je n'ai pas à leur raconter. Et puis, il y a des choses importantes sur lesquelles il faut que je prévienne l'élève que je vais en parler je vais en parler à l'élève et je vais en parler, à l'assistante sociale, par exemple. Quand je vais faire un signalement, on va le faire à deux avec l'assistante sociale, mais je vais prévenir l'élève. Je ne vais pas ne pas prévenir l'élève si je dois signaler à d'autres personnes. Alors, je ne parle pas forcément du signalement tel qu'on l'entend au niveau social, mais signaler une situation compliquée. Est-ce que je vais en parler au chef d'établissement ? Je me dois, disent les CPE, d'en parler avec l'élève qui est partie prenante, en fait, dans l'accompagnement. Sinon, la relation de confiance va être complètement coupée. Donc voilà, vous avez quelques éléments. Tu as une infirmière qui est là. Si tu me permets, est-ce que je peux leur parler un tout petit peu de la situation? C'est une façon de dire à l'élève, je te demande ton avis, mais je te dis que c'est très important, que je ne garde pas pour moi tout ce suivi et que je dois partager avec d'autres acteurs de l'établissement le suivi de ton parcours.
Et souvent, disent les CPE, donc là c'est que dans le cadre d'espaces formalisés ou non d'échange, voilà, il n'y a pas forcément de règles éthiques qui sont discutées et qu'il y a un vrai besoin de se donner une éthique et d'en discuter. Et ça, alors à l'INSPE d'Aix-Marseille, on travaille beaucoup avec les psychologues de l'éducation nationale. On a des temps de formation communes entre étudiants de master CPE et psychologues de l'éducation nationale, et avec des stagiaires aussi. Et la question récurrente, on s'en rend compte avec la collègue, c'est que le secret. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme secret? Il n'y a pas de secret professionnel en tant que tel dans le métier. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce qu'on peut partager? Comment on le partage? Et c'est un travail important à faire en formation initiale, parce qu'après, sur le terrain, c'est une question qui va vraiment se poser. Alors, une dimension importante du travail collaboratif, c'est la pratique de l'entretien à plusieurs voix avec les CPE, c'est-à-dire ce qu'on appelle les entretiens tripartites. Parce que beaucoup de CPE ont besoin de solliciter un collègue de l'établissement une fois qu'ils prennent en charge une situation d'un élève. Et ils ont besoin de confirmer aussi à l'élève, ça permet, c'est une vraie volonté de confirmer qu'il y a une cohérence. On travaille en équipe dans l'établissement, et c'est une manière aussi de le démontrer à l'élève. Et il y a une cohésion d'équipe. Et en même temps, il y a parfois une confrontation à de l'inconnu, c'est-à-dire qu'un entretien tripartite, il se passe en fonction des interactions entre enseignants, si c'est l'enseignant ou assistante sociale, élèves et CPE, d'une manière inattendue pour les CPE. Et parfois un petit peu frustrante. Ce qui s'est décidé au terme de l'échange, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Voilà, parfois c'est plus frustrant qu'efficace. C'est une prise de risque aussi, mais c'est une prise de risque que prennent beaucoup de CPE parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas travailler seuls en entretien avec l'élève. Et ça fait vraiment partie d'une culture de métier de CPE, de plus en plus. Et puis à un moment donné, l'accompagnement aussi ne peut plus se faire par le CPE, mais doit être relayé à une autre personne. Et ça, c'est une acceptation aussi de la part des CPE, de leurs limites d'éducateurs à un moment donné. À un moment donné, oui, je relaye, ou je diffère un entretien d'abord, ou bien j'alterne. Je diffère et puis après je relaye. Et puis, mais en tout cas, je ne laisse jamais tomber entre guillemets l'élève, c'est-à-dire que je continue de m'informer et de voir l'élève, mais d'une manière différente, sans être le principal le principal accompagnant de l'élève, parce que le relais a été donné. Et ça, c'est une compétence aussi importante à travailler, parce que c'est difficile aussi par rapport à un ego professionnel de se dire, oui, moi, c'est plus moi qui apporte quelque chose à l'élève, il va falloir que je passe le relais. Et en même temps, il va falloir que je travaille ma relation à l'élève pour qu'il n'ait pas l'impression d'être abandonné. Donc il y a ces deux dimensions-là qui interviennent dans la pratique. Et puis les CPE peuvent être dans l'autre sens aussi des médiateurs. Et là, le travail collectif, il est très important. Lorsque la relation est complètement coupée entre un enseignant et un élève qui est tout le temps exclu du même cours, ou bien qui ne veut plus travailler dans ce cours-là, ou bien un élève qui ne veut pas aller chez l'infirmière ou chez l'assistante sociale avec laquelle il doit faire un travail en particulier. Et les CPE se trouvent au carrefour de relations entre élèves et adultes et sont souvent aussi des médiateurs. Ça apparaît beaucoup aussi dans leur pratique. Alors, en quelques mots, parce que là j'ai pris trop de temps, mais sur les pratiques partagées en REP+, dont je vous ai parlé sur cette partie où j'ai travaillé avec des directeurs de SECPA et directeurs d'école. En fait, on se rend compte qu'il y a une culture commune de la manière d'accompagner les élèves avec des savoirs partagés, des savoir-faire, des savoirs professionnels communs aux CPE, aux directrices d'école et aux directeurs de SECPA, avec en particulier une volonté très forte de travailler sur du continu entre l'école et le collège,
sur les savoirs sociaux et citoyens des élèves. Et c'est une volonté, mais malheureusement, qui est très difficile à mettre en place. Et un autre savoir-faire qui est partagé et qui est commun, et qui donne lieu à des travaux en commun sur en tout cas sur ce secteur REP+-là, c'est un travail sur les rituels pour faire adhérer les élèves à la règle. Et donc là, on a des collectifs de travail qu'on peut imaginer aussi. Et les CPE ont beaucoup parlé de leur frustration là, dans ce cadre-là, à ne pas trouver le temps de travailler davantage en équipe avec leurs collègues de l'encadrement indicatif du premier degré. Donc là aussi, il y a des choses à inventer. Et il faut se donner le temps, hein, à travers, par exemple, le conseil école-collège, mais aussi à travers d'autres actions qui ne sont pas forcément prescrites et instituées. Et très rapidement, donc, pour conclure, il y a donc des effets très forts et de rétroaction dans l'accompagnement entre les élèves et les CPE, et ensuite, dès lors qu'il y a des collectifs qui se forment autour de cette relation duale d'accompagnement entre CPE et élèves, on a donc, on pourrait le voir comme des cercles concentriques autour de la relation élève-CPE qui se forment avec des interactions très fortes qui vont faire évoluer la relation et qui vont permettre d'avancer dans l'accompagnement. À condition donc d'appliquer une vraie éthique, hein, dont je vous ai parlé, avec tact à ce travail en équipe, parce que les élèves, et c'est normal, ils sont très sensibles à un sentiment de loyauté envers eux, hein, versus trahison, et ça ils le disent assez fortement. Et puis, une avancée aussi dans la formation initiale, et ça c'est ce qu'on essaye d'avancer, en tout cas avec les collègues sur la formation, c'est on se rend compte que l'expérience collective, comme le dit Ricoeur, elle nourrit la reconnaissance individuelle. On ne peut pas apprendre à travailler avec les autres si on ne nourrit pas des expériences de travail avec les autres. Donc, c'est important de le faire sur le terrain, mais évidemment, c'est important de le faire en amont aussi dans la formation initiale des enseignants et des CPE, qui laissent, à vrai dire, assez peu de temps, malheureusement, parce qu'il y a les programmes aussi, hein, et en particulier de préparation au concours. Voilà, je m'arrêterai là pour tenir dans le temps. Merci à vous.